Bonjour Isabelle Gatiker. Bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté l'invitation, grand plaisir. Je vous soumets cette formule que j'ai trouvée dans un portrait médiatique vous concernant. Elle est tombée dans la marmite des droits humains dès son plus jeune âge. La marmite, ça nous fait le lien avec la table qui plus est. Est-ce que d'une part vous validez la formule et si oui, est-ce que vous arrivez à nous l'illustrer? Elle est tombée dès son plus jeune âge dans la marmite des droits humains. Moi, ça me fait surtout penser à Obélix. Mais pourquoi pas? Il est gentil, Obélix. Il est attachant, puis il a un sens de la justice, il a de la force, puis c'est un doux. En même temps, c'est un fort et c'est un doux. Pourquoi pas? Et oui, je suis tombée dans la marmite des droits humains parce que j'ai grandi en partie en Colombie pendant la guerre civile, de 89 à 93. Mais bon, mon père était diplomate suisse, donc j'étais quand même relativement protégée. Mais de 11 à 15 ans, ce qui n'est pas anodin. Ouais, pendant l'adolescence, ce qui est forcément marque, mais donc même en étant protégé, on n'était pas totalement protégé là-bas, puisque la Colombie de cette époque, qu'on a découvert dans la saison 1 de Narcos, et c'est raconté de manière très réaliste, était extrêmement dangereuse. Il y avait beaucoup de misère, beaucoup d'attentats, beaucoup d'enlèvements aussi, même si finalement on n'a heureusement pas du tout été victime. Forcément, ça m'a donné un sens de la justice et surtout de l'injustice. Il y a toujours un basculement dans la vie des gens au moment où on réalise... Si on a la chance d'avoir une enfance préservée, on a l'impression que le monde est juste, parce que nos parents sont justes, parce que les instituteurs sont justes. Et tout à coup, il y a un basculement, le moment où on réalise que non, le monde est injuste. Et moi, ça a été à ce moment-là, ça a été en arrivant en Colombie à 11 ans. Et à ce moment-là, il y a deux positions possibles. Soit on décide d'agir, soit on décide de rester chez soi et de renoncer, de rester passif. Et c'est à ce moment-là que, très clairement, je me suis dit que je voulais agir. Avec le recul, vous en gardez quel souvenir de cette période finalement? Alors certes, ça vous a forgé, ça vous a durci, enrichi, mais c'était, on imagine aussi, compliqué. Donc quel est le versant que vous conservez? Moi, j'ai adoré grandir en Colombie. À 11 ans, on ne réalise pas entièrement le danger, et puis finalement, on l'accepte. Et donc, on ne savait jamais si on allait être vivant le lendemain. On a par exemple désamorcé une bombe de 1 tonne en bas de chez nous, une nuit, alors qu'on dormait là. Des parents d'amis se faisaient enlever, assassiner tous les jours. Donc vraiment, on ne savait pas si on allait être vivant le lendemain. Ça donne une intensité à la vie. Tout à coup, la vie prend une autre saveur. Et tout à coup, en revenant en Europe, quand j'avais 15 ans à Strasbourg, ça a été, comme toutes ces personnes qui côtoient, qui effleurent le danger, une espèce de redescente dans le monde réel. On a tendance à s'ennuyer, on a tendance à trouver tout fade. Et à un moment, j'ai eu quand même un déclic et je me suis dit, moi j'ai envie de vivre ma vie avec la même intensité que là-bas, même si il y a très peu de chances que je meure demain. C'est comme ça que j'essaye de vivre et chaque jour, oui, peut-être comme s'il était le dernier, ou en tout cas de donner de l'importance à chaque journée de la vie. Alors ça fait le nid de votre conscience, j'ai envie de dire, mais le déclic sur la question des droits humains, de vouloir vous impliquer, il est venu quand, comment? Concrètement, par rapport au festival, je pourrais pas dire. En tout cas, c'est une double passion, parce que le festival, si je voulais vraiment m'engager par rapport aux droits humains, je serais devenue avocate, je serais rentrée dans une ONG. Je serais devenue activiste, je serais peut-être rentrée en politique. Moi, directrice générale d'un festival consacré aux droits humains. C'est un festival de cinéma. Et ça, pour moi, c'est important parce que si je travaillais uniquement pour l'activisme, ça me manquerait en fait. Et depuis mes études, j'ai toujours mélangé le cinéma ou les arts et l'engagement. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire l'activisme et l'engagement par l'art. Si c'était uniquement un festival de forum, je me sentirais pas à l'aise. Je suis d'ailleurs pas une spécialiste de droits humains. Moi, je viens du cinéma, de l'histoire contemporaine et du cinéma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de toucher le grand public, de donner une voix aux activistes à travers les planètes, de les inviter à Genève. Et ce qui m'intéresse, c'est de toucher des personnes qui seraient jamais touchées par un festival de cinéma d'habitude, de mélanger ces personnes dans une même salle et de faire en sorte que ce festival utilise le cinéma pour ensuite devenir un vrai laboratoire politique, un laboratoire d'idées et un laboratoire d'expérience. La magie du cinéma, elle a opéré quand pour la première fois pour vous? C'est quoi le premier souvenir qui a fait l'étincelle? Elle a opéré en rentrant de Colombie, justement, pendant cette période où je m'ennuyais et je trouvais la vie fade, puisque j'étais plus menacée de mort. J'étais à Strasbourg, j'avais 15 ans. J'avais pas d'amis, j'avais pas les bons codes pour me faire des potes à 15 ans parce que voilà, j'avais grandi ailleurs. Et je me suis réfugiée dans les salles de cinéma, dans une salle de cinéma qui s'appelle l'Odyssée à Strasbourg. Et j'allais absolument tout voir, j'allais toute seule, le soir, le week-end, le samedi soir au cinéma. Et mon premier vrai déclic, c'est un film qui s'appelle Journal intime, Caro Diario de Nanni Moretti, qui a été présenté à Cannes en 94. Et
qui m'a tout à coup fait découvrir que le cinéma n'est pas forcément quelque chose de linéaire, qui n'est pas forcément raconter une histoire aujourd'hui, il était une fois, et que ça peut être quelque chose d'extrêmement libre, d'extrêmement puissant. Et je dois beaucoup à ce film, à Nanni Moretti pour ça. Je suis retournée le voir le lendemain parce que j'avais pas compris. Je me disais mais j'ai rêvé, c'est pas possible de faire un film comme ça. C'est un journal intime extrêmement libre, extrêmement personnel, qui mélange la santé, la politique, les voyages, la poésie. Et ça a été le déclic. Je me suis dit ça, c'est des films qui creusent des terres inexplorées. C'est ces films-là qui m'intéressent, moi. On va explorer la carte en attendant. Naissance à Berne, si je dis pas de bêtises. Oui, puisque mon père était diplomate, donc il était en poste à Berne quand je suis née. Quel souvenir de Berne ? Pas grand-chose, parce que j'avais 4 ans quand je suis partie, mais je me rappelle de la crèche, du jardin public, voilà. Et malheureusement pas du bernois, que je parlais couramment. J'ai des cassettes de moi qui parlent, mais vraiment le Pertich. Ça, hélas, j'ai tout oublié. Ouais, parce que 5 langues, me semble-t-il. 5 langues, ouais. Les 5 langues, c'est quoi ? C'est du fait des différentes étapes en suivant le nomadisme paternel ? Oui, après Berne, on a été à Rome, donc j'ai appris l'italien à Rome, ensuite à Paris, mais je parlais français à la maison. Bogota, où j'ai appris l'espagnol, et puis donc l'allemand, parce que voilà, j'ai dû apprendre l'allemand à l'école et l'anglais. Bon, il y a un domaine où vous excédez pas, c'est en cuisine, me semble-t-il. Ça dépend. Pourquoi ? Il m'a semblé que c'était pas votre domaine de prédilection, après avoir lu dans une interview. Je le raconte souvent parce que je sais cuisiner, c'est un mensonge, mais ça m'ennuie. Donc je trouve ça beaucoup plus facile de dire que j'aime pas ça, et puis comme ça on m'embête pas, et juste aller au restaurant ou commander une pizza, mais j'ai aucun en plus j'ai 2 enfants en bas âge, donc je trouve déjà que je passe beaucoup trop de temps en cuisine, même si les tâches sont partagées évidemment, mais avec le papa, mais voilà, stop. Donc il n'y a pas eu d'éducation culinaire formalisée en tant que telle dans la famille ? Non, moi je suis une enfant de la malbouffe des années 80. C'était un désastre, la génération de nos parents. Par rapport à ça, la plupart du temps, ils connaissaient rien au bio. C'était des pâtes. Non, mais on mangeait bien, mais c'était la nourriture des années 80. C'est démodé maintenant, on va le dire poliment. Un mot sur les invités. J'ai envie de dire que le tableau de chasse du FIFDH, tableau de chasse entre guillemets, est phénoménal. Ça va de Leila Slimani, Eric Cantona, Reda Kateb, Edward Snowden, j'en passe et des meilleurs pour n'en citer que Angelina Jolie. Quelques-uns des plus populaires, effectivement. Comment ça se passe ? C'est du relationnel, du réseau, de la confiance, le pouvoir d'attraction de Genève, du temps, de l'abnégation ? C'est vraiment au cas par cas. C'est généralement long, évidemment, c'est pas des personnes qu'on invite. Santé, Benoît. Santé. Oui, ça prend généralement entre 3 et 4 ans pour minimum pour obtenir l'accord d'une personnalité comme ça. Je crois que ce qui les touche, c'est pas forcément le festival, c'est aussi Genève. C'est presque un mot magique, Genève. Ça évoque la paix, ça évoque le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est parallèle au festival. Donc évidemment une invitation à une personnalité engagée, parce qu'on n'invite que des artistes engagés ou des activistes engagés, et de leur dire vous allez pouvoir vous exprimer devant un vaste public à Genève pendant que se tient la session principale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Évidemment, c'est magique. Évidemment, le festival maintenant a un beau background. Quand il regarde l'historique du festival, qui on a déjà invité, ce qu'on a fait, les soutiens qu'on a, évidemment, ça joue un rôle. En fait, ce qui fait plus plaisir que d'inviter ces personnalités une fois, c'est le fait qu'elles reviennent. L'artiste chinois Ai Weiwei qui revient 2 fois à Genève et qui dit « je me réjouis de revenir et je reviens, j'étais déjà là l'année dernière », ça, c'est presque un plus gros compliment que de les inviter. Notre artiste à l'honneur, le pape du street art, Ernest Pignon-Ernest, qui a notamment inspiré Banksy et JR. Il n'y aurait pas de Banksy ni de JR sans Ernest Pignon-Ernest. Alors lui, ça m'a pris 3 ans. Et je pense à peu près facilement 40 coups de téléphone en 2 mois. Et quand vous avez le coup de fil de confirmation, il y a un moment d'explosion ? C'est rarement un coup de fil de confirmation. Non, généralement, ils disent pas oui. Généralement, c'est « Ah, peut-être ». Et puis après, au bout de 300 emails, le téléphone « Ah, mais alors à quelle date ?» On change 5 fois la date. Et après « Ah, d'accord, mais on peut pas la veille ? Mais je vais arriver de telle ville et je repars à telle ville, etc., etc., etc. » Mais de quoi je vais parler exactement ? Comment ça va se passer ? Est-ce que je peux aller à l'ONU ? Est-ce que je peux...
Et finalement, on a le OK. Moi, j'y crois quand le billet d'avion est booké et quand ils sont dans l'avion, en réalité. Moi, j'y crois quand ils arrivent face à moi au festival et que je peux leur dire la bienvenue. Jusque-là, il peut se passer énormément de choses. Je prends toujours un moment avec eux privilégié pour discuter. C'est important d'abord parce que c'est nos invités d'honneur. J'essaie de prendre un moment d'ailleurs pour chaque invité, mais pour cela, c'est vraiment important d'avoir un vrai repas. D'ailleurs, généralement, on partage un repas. C'est le meilleur moyen, en fait, d'abord de connaître l'autre et d'entrer dans une confidence, de prendre le temps, oui, bien sûr. Le seul avec qui j'ai pas mangé, c'est Edward Snowden, pour des raisons évidentes. Il était intervenu par Skype. Mais le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, Angelina Jolie, c'est allé vite. On a grappillé un peu des choses très légères. Hein. On fait très attention à sa ligne, mais c'est toujours des moments extraordinaires. Le quotidien, entre guillemets, de la directrice générale que vous êtes du FIFDH, on imagine que pendant le festival, c'est l'effervescence complète, qu'avant, on rue un peu dans les brancards, ou que ça doit être en tout cas assez intense, et pour aller dans un cliché que je vais assumer pour vous faire réagir, que le reste du temps, vous sélectionnez et regardez des films. Si seulement. En fait, c'est l'inverse. Moi, je suis plutôt cool avant le festival et pendant le festival. Si on veut être un bon manager, il faut prendre le contre-pied d'une tempo de l'équipe. Et donc, quand l'équipe est cool, il faut plutôt tendre la corde. Et quand l'équipe est très tendue et nerveuse, il faut au contraire relâcher et calmer, être un peu à contre-temps. C'est une position assez solitaire, mais que moi j'aime bien. Un rôle de vigie d'une certaine manière. Et donc avant le festival, quand toute l'équipe est effectivement très tendue, moi c'est le moment où j'arrive très cool, très relax. Est-ce que j'ai l'air tendue là ? Je suis pas nerveuse. Et pendant le festival, c'est la même chose. De toute façon, pendant le festival, même pas le temps d'être nerveux. Et c'est l'équipe qui gère, c'est plus moi. Moi, j'ai une période nerveuse et complexe qui est bien avant le reste de l'équipe, qui est peut-être 3-4 mois avant le festival, quand on rentre vraiment dans la phase de programmation. Qu'il faut voir des centaines de films, écrire des centaines de lettres d'invitation, aller voir tous les mécènes, les sponsors, les partenaires, les ONG. Là, c'est très intense. Et après, quand le reste de l'équipe, notamment l'équipe technique, commence à travailler, moi, je suis plus relax. Moi, je l'imagine un peu comme, vous savez, les chercheurs de café, les gringos, qui vont piocher le bon grain. Alors, c'est une vision un peu naïve et romantique, mais il y a de ça. Oui, il y a de ça, de regarder des films. Alors, il y a une programmatrice fiction, Yasmine Bajic, qui présélectionne les films de fiction avec un comité, et une programmatrice documentaire, Daphné Rosa. Et c'est elles qui font vraiment tout le travail de chercheurs d'or. Et moi, j'arrive à la fin, quand les films sont déjà quasiment présélectionnés, et je regarde le choix final. Et là, on discute, et il y a des discussions qui sont hyper intéressantes, parce que parfois, on ne voit pas du tout la même chose dans les films. Mais après, mon travail, c'est aussi beaucoup d'aller voir les partenaires, les politiciens, discuter de communication. C'est une grosse machine, le festival. Je suis aussi directrice générale, donc voilà, je dois aussi superviser le budget de 2 millions de francs, les contrats. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, c'est une énorme entreprise quand même, finalement. Enfin, une petite entreprise, mais avec des moyens du bas. On quantifie combien de films on a vus pour combien au final sont sélectionnés ? On en reçoit en tout cas 500. Après, on en visionne aussi beaucoup plus parce qu'on en repère dans les festivals. Mais je pense en tout cas 500-600 documentaires et une centaine, 150 films de fiction. Films de fiction, il y en a 8 au final. Et les documentaires, 40. Et sinon, non, le reste de l'année, c'est pas que regarder des films. C'est aussi lire beaucoup la presse, rencontrer des gens, définir avant tout le monde sur quoi va se centrer l'édition. Et de donner une ligne directrice. Et ma collègue Caroline Aboussada a proposé très tôt déjà l'angle des révoltes climatiques et de l'urgence climatique. Mais moi, j'étais presque plus intéressée de l'englober dans le thème de la révolte. Ça, c'est venu l'été dernier déjà, donc avant les gros soulèvements, mais quand même, il y avait déjà Hong Kong. On s'est rendu compte depuis, 40 pays sont descendus dans la rue, 4-5 derniers mois, hors urgence climatique, sont descendus dans la rue pour protester contre leurs conditions de vie. Donc c'est quelque chose de très fort qui est en train de se passer au-delà des incendies. C'est intéressant à creuser depuis ici, depuis Genève, puisqu'effectivement on est totalement à l'abri de ça. Donc il y a quelque chose de parfois un peu étrange de s'interroger sur la révolte, sur
Même le climat, à part des étés très chauds, au fond, qu'est-ce qu'on ressent à Genève? Pas grand-chose. Et des hivers à 16 degrés, oui. Mais disons pour l'instant, les stations de ski sont touchées. Il y a quelques effets, mais beaucoup moins que sur les îles du Pacifique qui vont probablement disparaître dans les prochaines années, ou en Australie, ou en Californie. C'est intéressant d'utiliser cette ville et cet espace protégé pour justement prendre le contre-pied et réfléchir. C'est peut-être une grande spécialité suisse, réfléchir à tout ça sans prendre directement parti. C'est peut-être ça la force aussi. Est-ce que vous, en tant que femme directrice d'un grand festival, on vous a mis des obstacles parce que femme? Quand j'ai été nommée directrice, j'avais 36 ans. Oui, ça a très très mal passé auprès de très nombreux milieux. Et donc je me suis retrouvée avec des journalistes très connus, de presse écrite, de la part de personnalités des droits humains, qui pensent d'ailleurs qu'il faut être spécialiste des droits humains pour gérer ce festival. Donc des professeurs d'université, des chercheurs. Que des hommes d'ailleurs, que des hommes. J'ai été soutenue par les femmes, c'est pas toujours le cas dans la vie, mais là en l'occurrence vraiment beaucoup d'hommes qui ont jugé tout à fait à propos quand ma nomination est devenue publique de me téléphoner et de me traiter de tous les noms en disant que je n'avais pas la moindre envergure, que je ferais mieux de m'occuper de mes enfants. Ça on vous l'a dit de vive voix? Oui, en face. Et je ne citerai pas les noms, mais s'ils m'écoutent, ils se reconnaîtront sans aucun problème. Et ça... Il y a eu, je pense, 2-3 mois comme ça où j'avais constamment ces attaques. Et voilà, j'ai tenu, c'est pas grave. Mais oui, on ne s'imagine pas que c'est ce que vivent en fait la plupart des femmes, surtout jeunes. J'avais 36 ans quand j'ai été nommée. Entre-temps, le festival se passe bien, ça roule, les partenaires sont contents, les invités viennent. Et donc, je crois que j'ai fait mes preuves. MeToo est passé par là aussi, et il y a eu beaucoup de prise de conscience aussi avec la Ligue du LOL et d'autres choses de ce que vivent les femmes qui n'étaient pas celles qui, en 2014, le monde a changé depuis que j'ai été nommée en 2014, ça c'est clair et net. Et donc maintenant, effectivement, je le vis bien et je suis beaucoup moins la cible d'attaques sexistes. Est-ce que vous avez ce luxe d'être épanouie dans votre travail et d'arriver à concilier avec une vie de famille épanouissante également? Bah oui, maintenant mes enfants sont plus grands. Ils ont 6 et 8 ans, c'est vieux. Ah bah ils sont autonomes, c'est bon. Quand j'ai eu ce job, ils avaient 1 et 3 ans. Et là, c'était terrible, quoi. Le petit faisait pas encore ses nuits. C'était vraiment très dur. Mais le vrai enjeu pour les femmes et les hommes qui ont des enfants en bas âge, c'est pas d'avoir beaucoup de travail ou pas, c'est la flexibilité du travail. Et donc le papa de mes enfants est chef de projet bâtiment à l'aéroport, donc il a un poste haut placé aussi, il est cadre, mais tous les deux, donc on a énormément de travail, mais on a aussi la liberté de travailler à peu près quand on veut et comme on veut. Et je pense que c'est une des immenses arnaques vis-à-vis des femmes, c'est de leur dire « Ouh là là, prends pas de poste à responsabilité, parce que si tu as des enfants un jour, ça va être la galère. » Ça, c'est une arnaque immense, parce qu'en réalité, plus on est en haut de l'échelle professionnelle, plus on peut d'abord choisir ses horaires, choisir ses vacances, mais aussi infuser toute cette logique-là à travers l'entreprise dans laquelle on travaille. Et donc moi, je dirige ce festival en tant que jeune mère. Et donc c'est moi qui peux dire aux employés, évidemment, s'il y a besoin, je suis pédiatre, etc., etc. Et je sais très bien que les jeunes parents sont 1000 fois plus organisés que ce qu'on pense et que d'autres, puisqu'ils doivent déjà tellement gérer au quotidien. Et donc voilà, c'est le secret, c'est la flexibilité. Et en plus, on est séparés avec le père de mes enfants, donc on partage les enfants la moitié du temps. Donc ce qui permet en plus d'être encore plus... Et on s'entend très bien, donc on est extrêmement flexible par rapport à ça, donc ça aide. Non, ça va. C'est pas si compliqué, c'est fatigant les premières années, mais faut arrêter avec ce mythe d'avoir des enfants et des responsabilités, c'est n'importe quoi. Plus on a de responsabilités, généralement plus c'est intéressant, plus on gagne d'argent aussi. Donc on est plus payé et on peut plus se permettre de se payer de l'aide des femmes de ménage, etc. Ce qui est aussi plus facile pour les enfants en bas âge. Donc non, c'est l'inverse. Donc moi j'ai envie de dire à toutes les femmes, au contraire, accrochez-vous, prenez des responsabilités. C'est ça qui changera les choses pour vous et pour la société. Généralement dans les interviews, on appuie sur vos points forts. Vos faiblesses, c'est quoi? Je suis parfois un peu, comme dans les entretiens d'embauche, je suis trop perfectionniste. Mais chez moi, c'est vrai. J'ai un problème avec les nombres. Je me rappelle de tous les nombres, toujours, tous les chiffres. Les dates? Toutes les dates, tous les nombres, tous les chiffres. Et ce qui les rend parfois un peu fous, parce que pour le coup, j'oublie rien. Et je ne sais pas si c'est une forme de, on appelle ça la hypermnésie, le contraire de l'amnésie.
J'ai pas ça pour tout, mais j'ai vraiment ça pour pas mal de choses parfois. Et donc c'est parfois un peu épuisant et agaçant de travailler avec quelqu'un qui se rappelle de chaque chiffre, de chaque... voilà. Et je suis pas du matin. Et tant que j'ai pas eu mes 2 cafés, je suis un peu ronchonne. Alors là, je comprends rien d'ailleurs. Il faut pas m'attraper trop tôt. C'est un peu... Voilà. Qu'est-ce que j'ai ça fait longtemps que j'ai pas fait d'entretien d'embauche. J'avais pas préparé cette question. Ouais. Vous n'êtes pas fixé d'échéance pour la fin du festival? Vous, à la tête du festival? Non. Et c'est souvent le cas avec les enfants de diplomates, ou en tout cas les enfants qui ont beaucoup voyagé pendant leur enfance sans savoir quand on voyage, parce qu'un diplomate, il est censé être là 3-4 ans, mais en fait on n'en sait rien, il peut très bien être muté au bout d'une année. Et donc c'est quelque chose que racontent souvent les enfants qui sont un peu... j'allais dire en errance, c'est pas le mot, mais en voyage en permanence de pays en pays. Ils n'arrivent pas à se focaliser sur l'avenir. Et donc pour moi déjà, essayer de me projeter dans 2-3 mois, c'est assez long, parce que j'ai passé toute mon enfance à me dire si ça se trouve le mois prochain je serai plus là. Enfin je serai plus là, je serai mutée ailleurs, je serai plus dans cette école, je serai plus avec ses copains. Et c'est pour ça que je crois que je suis très heureuse aussi dans l'événementiel et dans ce temps du festival où on travaille sur une année grand maximum. Tout simplement parce que je suis absolument incapable pour l'instant de me projeter plus loin. Donc j'arrêterai quand le conseil de fondation décidera de me virer. Non, j'arrêterai quand je sentirai que j'aurai plus rien à dire et quand je sentirai que j'aurai plus la flamme. Vous, la bavarde, plus rien à dire? Non, je serai toujours aussi bavarde. Oh, c'est bien envoyé. J'arrêterai quand j'aurai rien d'intéressant, quand j'estimerai n'avoir rien d'intéressant à dire. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire? C'est peut-être un peu se vanter, mais surtout non, il faut quand même énormément d'énergie pour faire ce métier. Il faut vraiment y croire, il faut vraiment le feu, tout simplement parce que ça se construit très vite, avec des moyens pas si énormes, avec beaucoup de partenaires qui veulent des choses différentes, avec des invités qui ont des parcours de vie extrêmement durs. On parle quand même de choses épouvantables. Et donc il faut une solidité et un axe intérieur qui est énorme et j'imagine qui s'émousse au fil du temps. Pour l'instant, ça va être ma 6e édition et je le vis très bien. Et j'adore ça et au contraire, j'ai plus de plaisir d'édition en édition parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mieux, parce que les choses sont plus faciles. J'ai peut-être moins aussi de doutes. La plupart des femmes, quand elles obtiennent un poste de direction, ont ce syndrome de l'imposteur que j'ai eu évidemment comme beaucoup d'hommes, mais vraiment énormément de femmes. Et ça commence à passer. Je me dis, en fait, ça va, je pense pas être forcément la meilleure du monde à ce rôle, mais je me dis que je suis capable de le faire. Et donc j'ai plus de sérénité aussi dans mon travail. Et pour l'édition 2020, le moment que vous attendez le plus? C'est difficile à dire parce que je ne sais pas me projeter dans l'avenir. C'est compliqué là, on est en train de parler de dans 2 semaines. Le moment symbolique, c'est toujours l'ouverture. On va projeter un film qui s'appelle Made in Bangladesh sur les femmes syndiquées au Bangladesh. Mais ça sera aussi le soir de la célébration des 60 ans du droit de vote des femmes à Genève. Ça, c'est symboliquement important. C'est symboliquement important pour moi à titre personnel parce que ma mère a été féministe et a été dans la rue à Zurich et s'est beaucoup battue pour que les femmes obtiennent le droit de vote. On oublie toujours qu'en Suisse, c'est les hommes qui ont dû faire voter le droit de vote des femmes, donc c'est les femmes qui ont dû faire voter les hommes pour l'obtenir. Et ce soir-là, de projeter un film sur les syndicats au Bangladesh, je vais me dire, mais quel est le rapport? C'est tout simplement parce que le fait de former un syndicat, c'est quand même un droit politique fondamental. En Suisse, je penserai ce soir-là à la grève des femmes, le 14 juin dernier, qui a été un moment symboliquement tellement important pour nous toutes et nous tous. Et je penserai aussi qu'il y a encore énormément de droits politiques en Suisse aussi qui doivent être atteints. Donc la grève des femmes, on a vu le contrôle avec les attaques, on a vu aussi la tragédie du sexisme dans les syndicats genevois, dans de nombreux employeurs. Donc le chemin est encore long. Donc grève, syndicalisme, est-ce que c'est un attribut féminin, masculin? J'espère qu'il sera aussi de plus en plus féminin.